Vostra. Ce que je trouve intéressant chez la part justement de dons et de membership, donc l'adhésion, là-dessus aussi, c'est que finalement, moi je vois notamment en France dans les médias avec lesquels on peut travailler, à quel point aussi, sans forcément passer ou switcher à un modèle pur de don ou d'adhésion, à quel point on peut petit à petit amener ça dans le mix en fait des ressources de financement. Quand je m'abonne à Politico ou quand je m'abonne à Les Échos pour avoir un service concret qui va me servir dans mon quotidien, là finalement on fait aussi appel à un système de valeurs, au fait qu'on finance une information qui est indépendante, qui est aussi différente de ce qu'on peut voir, qui introduit aussi par exemple de nouvelles sources de revenus comme le don. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter sur Mediarama. Aujourd'hui, édition un peu spéciale pour cette pastille d'actu du mois d'octobre, fin octobre. Un peu spéciale parce que je n'ai non pas une, mais deux invités. Tout d'abord, Marine Doux, cofondatrice de Médiane et habituée des pastilles actu. Salut Marine. Hello François. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et première pour Laura Pironnet, qui est responsable des podcasts chez Cosa Vostra. Alors, les podcast production manager, exactement, mais aussi chroniqueuse. Parce que Laura, tu reviens tout juste du Paris Podcast Festival et je trouvais intéressant de pouvoir un peu inaugurer une chronique là-dessus, que tu viennes nous donner un petit peu les dernières tendances que tu as pu observer dans ce festival qui se tenait c'était la combienième édition déjà ? C'était la 5e édition et ça se tenait du 20 au 23 octobre. Voilà, donc c'est vraiment le rendez-vous qui commence à être bien installé. Et puis aussi un peu spécial parce que Marine, t'es de l'autre côté de l'Atlantique, t'es à New York, donc on fait cette première pastille un peu à distance, mais ça marche très bien. Donc il est un peu tôt pour toi et merci d'avoir accepté cette invitation. C'est très cool, mais tout de suite Laura, donc je le disais, tu reviens pas à la minute non plus, c'était il y a quelques jours, mais qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur cette édition, un nouveau format, des tendances, des flops aussi peut-être, parce qu'il y a quand même cette espèce d'engouement, de folie autour des podcasts qui se confirme, mais bon, il y a un peu peut-être à boire et à manger. Qu'est-ce que tu as pensé de cette édition, cette 5e édition ? Ouais, 5e édition, donc c'est vrai que c'est sympa parce qu'on commence à retrouver des habitués. En même temps, il y a toujours du nouveau qui arrive. Il y a eu, comme pour les précédentes éditions, la fameuse étude qui sort chaque année, donc les Français et le podcast natif, qui est donc présentée par le CSA et qui est en partenariat avec Havas Paris, le Paris Podcast Festival et la Gaieté Lyrique, là où ça se déroule. Donc c'est toujours hyper riche, cette étude. Bon, c'est vrai là c'est la 4e édition de l'étude. Bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on commence à connaître un peu le profil type de l'auditeur de podcast. Il évolue pas ? Non, on est sur ce fameux jeune, je crois c'est en moyenne 35 ans, très urbain, très connecté, très consommateur de réseaux sociaux et de médias. Donc profil plutôt sympa aussi pour les annonceurs. Ce profil évolue pas tellement. Ce qui était hyper intéressant, je trouve, c'est que on a quand même réussi à s'avouer un moment après la présentation de cette étude que on parle énormément de podcasts de manière générale en France et ailleurs, on se dit que c'est une tendance. On applaudit un peu les performances du podcast, de plus en plus de personnes qui écoutent. Mais en fait, ce qu'on se disait aussi, c'était que, au final, c'est quand même un médium qui est pas connu pour énormément de personnes en France. Et il y avait ce chiffre. Donc en fait, cette étude, je sais plus, je crois, elle est faite sur plus de 1000 personnes, mais pas beaucoup plus. Et il y avait 68% de ces personnes qui ne consommaient pas de podcast, qui n'écoutaient pas de podcast. Donc c'est quand même assez énorme. Et parmi ces 68%, il y avait 30% qui ne savaient même pas ce que c'était. Ce qui nous paraît fou, tu vois. On a quand même un biais un peu dans notre écosystème, mais là, c'est la vraie France, quoi. Ouais, c'est vrai que Marine, toi qui est vraiment, comme François, experte des médias, en fait, ce qui est drôle, je me suis dit, c'est que
tous les Français, même s'ils ne consomment pas la télé, alors je dis consommer, même s'ils ne regardent pas la télé, même s'ils ne lisent pas de journaux papier, ils savent ce que c'est. Alors qu'en fait, le podcast, en fait, il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est. Donc, on n'en est pas du tout aussi loin que tous les autres médias. Et donc, il faut faire juste attention à ce biais qu'on peut avoir, en effet, surtout nous qui évoluons dans cet écosystème, à pas penser que, tu vois, on touchera tout le monde en lançant un podcast. Parce qu'il y a quand même une partie de la population qui n'en écoute pas, qui ne sait pas ce que c'est ou qui ne sait pas l'utiliser, quoi. Qui passe totalement à côté, quoi. Ouais, voilà. Bon, ça, c'était un peu la bad news, mais Non, mais c'est important de le rappeler. mais Et qui est plutôt aussi positif, ce qui veut dire aussi qu'il y a encore un travail à faire pour que ouais, le complètement. format se diffuse bien, peut-être par le bouche à oreille, parce que je sais pas si c'est le syndicat qui va vraiment pousser le format. Tu vois, un format, tu peux pas le pousser, c'est vraiment par la qualité des productions et le bouche à oreille que ça va Ouais. venir. Ouais, puis par les contenus enfin, tu peux aussi aborder plein de contenus de niche, par les formats. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant. Là, il y avait alors, l'étude, elle parlait des formats qui étaient un peu les plus consommés en podcast. Je crois que dans le top, il y a documentaire, histoire vraie, enquête, investigation, conseil et tuto. Donc c'est dans l'ordre, hein. Récit personnel et témoignage, interview, conversation et fiction, narration. Bon, il y a un peu de tout, et ça veut pas dire que si on lance un podcast, il faut pas faire un podcast d'interview parce que c'est peut-être pas dans le top 3. C'est pas ça, mais ce qui est hyper sympa, c'est qu'on voit aussi que déjà, plus on avance dans les années, plus on va aller aussi sur des formats un peu plus originaux, de la fiction, de la narration. Il y avait des super exemples, même sur des podcasts alors soit de studios, de médias ou de marques. Il y avait ce podcast de WWF qui s'appelle Classé F, qui est une fiction que je suis en train d'écouter, qui parle de déforestation. Et en fait, ce qui est hyper sympa, c'est qu'à travers la fiction et la narration, on peut aussi réussir à convaincre et à toucher plus de monde. Et on revient au fameux sujet qui était juste avant, comment est-ce que tu peux toucher aussi plus de monde, plutôt que passer par des discours parfois plus rationnels ou plus pragmatiques. Et puis on voit que ce qui est chouette, c'est qu'on s'affranchit un peu de règles trop strictes, là où dans un journal papier, tu as tes colonnes, alors tu peux bien sûr jouer sur ton format, mais c'est vrai que là, dans le podcast, on joue aussi pas mal avec ça, tu peux mixer des ambiances, tu peux avoir du format très court ou très long, tu peux avoir de la fiction qui s'approche de la réalité, tu peux avoir un ton hyper franc, hyper honnête, même avec des grandes personnalités. Il y avait l'exemple du podcast présidentiel, présidentiel.iel, qui est une production Spotify avec Élise Goldfarb et Julia Layani, où elles vont interroger les candidats à l'élection présidentielle française avec un ton hyper direct qui est très sympa. Donc en fait, on s'affranchit un peu de pas mal de règles et je trouve ça hyper C'est un sympa. des avantages quand même du podcast. Même sur le format de la longueur, sur tout ce que tu veux, tu as quand même pas mal de liberté. Marine, toi, donc t'as pas pu y aller sur le podcast. Tu sens encore qu'il y a du travail à faire sur la diffusion, sur le format, sur l'adoption? Ah bah, surtout sur la capacité en fait à aller chercher une audience plus large et qui va au-delà aussi des 18-35 ans. Je pense que c'est important d'avoir en tête ces données d'audience, comme tu disais Laura, parce que ça c'est pas une raison justement de ne pas faire du podcast, mais plus de dire justement selon l'audience, le public qu'on va aller chercher, le podcast peut justement être le médium le plus adapté. Et à l'inverse, si voilà, on cherche à toucher une audience faire du peut-être mass plus market, âgée, ouais. voilà, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi s'adapter, communiquer et tout simplement expliquer. La plupart des gens ne connaissent pas, ne savent pas ce que c'est qu'un podcast. Moi, très souvent, je fais le test auprès de mes propres parents ou des parents d'amis. Dire voilà, ça, est-ce que tu connais ça, tu sais ce que c'est. Et bon, ma mère maintenant sait ce que c'est qu'un podcast, notamment grâce à Radio France et sa capacité à expliquer, à dire qu'on peut retrouver un podcast, mais donc toujours répéter la même chose, mais également de réfléchir à comment créer toujours un lien avec l'audience qui soit pas uniquement lié aux réseaux sociaux. Nous, très souvent, quand on a des fondatrices et des fondateurs de podcasts qui viennent nous voir, on leur explique c'est important de réfléchir aussi ce lien, et ça passe souvent par une newsletter. Il faut pas remplacer une folie par une autre, la folie du podcast par la folie de la newsletter. En revanche, dire tiens, comment on va créer un lien avec cette audience et comment on peut contextualiser aussi ces médiums-là. Laura, dans des bonnes nouvelles, peut-être des choses que tu as vues là, tu disais, alors c'était pas vraiment une mauvaise nouvelle, mais c'était plus un rappel un peu à la réalité pour revenir un petit peu sur Terre. D'autres choses que tu as pu voir? Parce que je sais que c'est un sujet que tu abordes souvent sur Mediarama, c'est ce fameux sujet du modèle économique. Alors là, c'est plus pour les pros du secteur. Et en fait, on sent aussi qu'il y a des tests
qui sont faits. Alors, c'est plus facile à faire sur une newsletter que quand tu t'appelles Radio France, sur toute ta grille en direct ou quand tu t'appelles Le Monde. Mais il y a des tests qui sont opérés. Il y avait notamment un débat autour de la gratuité de la diffusion. Il y avait Christophe Caron de Slate. Ouais. Et je crois que tu connais bien Fanny. Alors, Rascle, je crois que comme ça, on dit son nom de famille comme ça, qui est chez Europe 1. Ouais. Qui parlait des tests qu'ils étaient en train de faire sur leur contenu audio podcast natif, notamment Europe 1 avec son offre Ondelat raconte Premium. Donc en fait, parce qu'en fait, Ondelat raconte, c'est vraiment une énorme communauté de fans. C'est une énorme marque. C'est devenu une marque, et c'est ça qui est hyper intéressant aussi à observer. Et donc, ils ont cette offre premium. Je crois donc c'est 2,49 par mois ou 24,49 par an. Il y a un essai gratuit et donc tu as les épisodes en avant-première, donc avant tout le monde. Et uniquement sur ce podcast. C'est un abonnement uniquement à ce podcast. Uniquement, sur les contenus Ondelat raconte. Alors, je crois qu'il y a plusieur flux RSS. Il y a plus, mais ça, podcast, et c'est via Apple Podcast. Donc tu as cette offre et donc elle disait c'est un test, ils vont voir aussi comment ça prend sur le long terme. Et Slate qui produit donc Transfert, alors c'est pas encore opéré je crois, mais va aussi tester une offre payante. Alors les épisodes de Transfert resteront dans le flux gratuit parce que on peut pas après je sais plus combien d'années débrancher et dire je vous retire les épisodes de Transfert, ça serait hyper violent je pense pour la communauté. Je crois que Transfert, c'est 1 300 000 écoutes par mois. Faut aussi se rappeler les chiffres. C'est les numéros 1, je pense, en France, du moins sur la CPM. Et du coup, eux, ils veulent tester aussi un abonnement avec du contenu. En plus, c'est le fameux contenu à valeur ajoutée dont on parle souvent. Ouais. Voilà, donc c'est intéressant. C'est pas du nouveau du tout, mais c'est intéressant de voir que y a des acteurs qui se testent et qui se cherchent aussi sur les modèles économiques à opérer sur les grosses marques. Et ça c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, parce que entre le podcast de marque, ça on voit bien, c'est de la noto, c'est de la conquête de marché, tu vois bien pourquoi ils le font, c'est l'investissement. T'as ce qu'on fait nous par exemple chez Orso sur le host read, ça marche bien parce qu'on est dans une approche plus B2B, etc. Mais c'est vrai que en dehors de ça, soit le premium, soit la programmatique, c'est quand même un peu chaud de trouver de la monétisation. Et là, je vois quand même, moi, des groupes de presse qui débranchent un peu vite, à mon goût, des podcasts au bout de quelques épisodes parce qu'il n'y a pas de ROI et qu'ils ne laissent pas le temps de l'installer. Il y a des coûts de prod, c'est un peu compliqué. Marine, sur la monétisation, toi, des podcasts, c'est dur de trouver un modèle. C'est ce que disait Joël Ronez à ce micro. Le modèle économique, il est compliqué sur les podcasts. C'est dur de trouver un modèle, mais surtout c'est que ça nécessite du temps. Et très souvent, quand on est déjà on a beaucoup de coûts de production et que la machine continue d'avancer, c'est compliqué parfois de justifier de tels investissements et de dire en fait si à un moment ça va servir à quelque chose. Et notamment, je parlais là tout à l'heure des newsletters, mais de l'intérêt aussi d'avoir une vraie trace de son audience, où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle écoute, à la fois sur des modèles publicitaires, de pouvoir après justifier auprès d'annonceurs qu'on a bien tel ou tel niveau d'écoute et telle intensité même d'écoute, mais également d'autres types de financement. Nous, on travaille pas mal sur les questions justement de modèles de dons ou d'adhésion. Il y a souvent en fait des mix à réaliser et très souvent en fait le podcast est, mais comme d'autres types de médiums, notamment sur les réseaux sociaux, un peu vu comme une sorte de trésor qu'on pourrait tout d'un coup dénicher sur une île déserte. Ouais. Non, en fait, c'est beaucoup de travail, ça prend du temps. Et donc, il faut aussi avoir une stratégie assez réfléchie là-dessus, mais aussi de se dire, c'est pas forcément de l'acquisition d'une nouvelle audience, mais potentiellement la fidélisation d'une autre, de pouvoir convertir notamment plus d'abonnés grâce justement à de l'audio. Donc, ça prend du temps. Il n'y a pas de solution magique et donc, ce modèle premium où je m'abonne à un podcast payant, t'y crois, toi? Donc là, ce que tu dis, c'est que ça peut être un super outil de conversion ou de fidélisation dans le cadre d'une offre plus globale, mais s'abonner à un podcast en particulier? Ça peut fonctionner si la marque ou la personne qui l'incarne est suffisamment a déjà une communauté assez forte. Là, je trouve que c'est intéressant. On a pas mal écrit sur le modèle de Substack un petit peu 4 ans, 5 ans après. Quel impact pour les journalistes, quel bilan aussi financier. Et en fait, ça fonctionne aussi ce type le lien podcast sur abonnement, newsletter sur abonnement. Ça peut fonctionner, il y a des très bons exemples. En revanche, il faut aussi avoir en tête que ça ne se fait pas tout seul. Là, on voit notamment Kessel qui se développe pas mal en
en France et qui va être le Substack français et qui va chercher aussi voilà des personnes qui ont déjà des grosses communautés. Je pense notamment à Victoire Tualion qui a réalisé pour Binge Audio les couilles sur la table, le cœur sur la table, et donc qui a déjà une communauté très forte. Elle, je pense, est en mesure d'aller chercher justement une communauté et des personnes qui pourraient, par exemple, payer pour son propre podcast. En revanche, faut vraiment avoir une marque assez installée. Démarrer de zéro. C'est compliqué. Ouais, c'est ça. Tu peux avoir un super produit, c'est compliqué, quoi. C'est ça. Donc ça peut, c'est possible. J'y crois. Il y a plein de podcasts de personnes qui donnent directement ou même pas seulement sur abonnement, mais qui font de la donation. En revanche, il y a à nouveau pas de recette magique. Faut déjà avoir une marque bien installée et une communauté assez établie. Ouais. Laura, sur d'autres choses, sur le podcast, sur le festival? Non, il y avait des formats assez intéressants qu'on a pu entendre. Je trouve très chouette aussi. Alors, c'est plus contenu et créativité, mais notamment, il y avait cette intervention de Caroline Gillet de Radio France avec son podcast Note vocale d'Ukraine, que je trouve hyper intéressante parce que c'est-à-dire qu'on insère du mémo vocal dans du podcast. Alors, ça reste du son, donc on se dit que c'est la même chose. Mais hyper intéressant aussi. Alors, je sais que Tortoise Media l'avait aussi fait dans un podcast quasiment le même nom. Il y avait aussi Théo Boulanger, qui est bien connu dans le petit monde du podcast, qui est compositeur et auteur, et qui a un podcast qui s'appelle Jardin d'hiver, et il présentait sa dernière création, sa dernière émission qui s'appelle Excursion extraordinaire, où il mixe des enregistrements. Il mixe des enregistrements de cassettes que sa mère avait fait il y a des années, quand elle travaillait dans une maison de retraite, avec des enregistrements qu'il a fait d'elle aujourd'hui, et avec un enregistrement qui n'a a priori rien à voir, où il est dans il enregistre une chorale dans la Drôme, et donc en fait il mixe un peu les trois. Alors dit comme ça paraît tout à fait bizarre, mais allez écouter, ça s'appelle Excursion extraordinaire, et juste voilà, je trouve ça hyper intéressant au niveau aussi créatif de ce qu'on peut imaginer sur le podcast pour aller plus loin et embarquer. Alors, est-ce que c'est trop niche pour certains? Je sais pas, tu vois. Est-ce que c'est ça aussi qui Non, mais c'est bien. En tout cas, ça foisonne de formats, d'expériences. Alors, il y en a peut-être, je sais pas si j'allais dire, il y en a beaucoup de formes de podcasts. Tout le monde s'en sortira pas, mais en tout cas, c'est quand même chouette de voir cette liberté et cette explosion de formats. On mettra des liens vers tout ce que tu as cité dans les notes de l'épisode. Comme ça permet aussi un peu de découvrir d'autres choses, d'autres types de podcasts qu'on ne voit pas forcément passer. Laura, merci pour ce retour sur le festival du Paris Podcast. Merci François. Et puis on essaiera de se refaire ça souvent, puisque voilà, tu ne fais pas que aller au festival de Paris Podcast une fois par an chez Cosa Nostra. Donc on pourra refaire ça. Merci Laura. Non, ce n'est qu'une fois par an. Ça marche. Merci à tous les deux. Bye. Marine, ma chère Marine, au programme du jour, d'ailleurs, on va un peu tirer le fil dont on parlait de cet abonnement, puisque il y a une grosse étude du Nieman Lab. On cite souvent, c'est une grosse source d'inspiration. Ils font un énorme boulot. Donc, ils viennent de sortir une grosse étude sur la consommation de l'information par niveau de vie et tranche d'âge. Alors, c'est aux US, mais c'est évidemment intéressant parce que on le sait quand même que c'est un marché qui a un petit peu d'avance, une certaine maturité là-dessus. Alors, je dis pas que tout ce qui se passe aux US se passera quelques années plus tard en Europe ou en France, mais souvent quand même, ce sont des bons indicateurs. Et cette étude, elle était particulièrement riche, ce qui permet voilà un peu de parler de l'abonnement, hein, qui est le modèle un peu, j'allais dire par excellence, mais en tout cas qui fonctionne bien. Ou qui fonctionnait bien, on va voir ça. J'ai sorti de cette étude 2-3 un peu grandes news, et puis tu me diras un peu ce que tu en penses, et si toi aussi, avec tes clients, les médias que tu accompagnes, c'est des choses qui te parlent. Tout d'abord, c'était en fait voilà, la question de savoir le pourcentage de sondés, alors donc d'Américains, qui ont déjà payé directement par les news, et c'est corrélé à un niveau un niveau de vie, évidemment, donc de salaire. Alors, il y a évidemment pas de surprise, mais plus on gagne d'argent, plus on est prêt à payer pour les news. Je donne les chiffres voilà, intermédiaires, c'est la moyenne, c'est 72% des Américains n'ont jamais payé pour avoir accès à de l'information. Et là, ou acheter un magazine, ou acheter un journal, ou acheter un article. Donc 72% en moyenne des Américains n'ont jamais payé pour ça. Et quand on regarde dans le détail, ceux qui gagnent moins de $30 000 par an, ils sont 81%
47% à n'avoir jamais payé. Et si on prend l'autre bout du spectre, donc ceux qui gagnent plus de 150 000 dollars par an, donc là on parle vraiment d'un foyer, c'est quasiment du 50-50, 53 exactement qui n'ont jamais payé, 47% qui ont eux payé pour l'information. Alors ça paraît normal comme ça, mais est-ce que ces chiffres te paraissent étonnants de te dire que 72% des Américains n'ont jamais payé pour l'information? Ça fait mal, forcément, quand on aime l'information et qu'on sait à quel point elle a un coût pour financer aussi un journaliste qui soit viable et qui soit indépendant. En revanche, je suis pas surprise. C'est des chiffres qui reviennent souvent, et notamment sur des populations qui aujourd'hui ont de moins en moins tendance à vouloir payer pour de l'information dans laquelle ils ne croient pas. Quand on regarde aussi un peu plus loin dans l'étude sur notamment les publics un peu plus jeunes, les millennials, donc les en gros 25-40 ans, la capacité à vouloir payer directement pour de l'information, en fait, s'interroge forcément, parce que tu peux accepter de payer pour de l'info dont tu as vraiment vraiment besoin. Et ça, souvent, c'est dans un cadre aussi professionnel. Quand il s'agit finalement, avec notamment Internet, d'avoir accès à énormément de contenus en ligne gratuits qui sont aussi d'excellente qualité, en fait, pour faire sortir sa carte bleue, et même pour des toutes petites sommes, le fameux je vais payer 3 euros par mois ou 5 euros par mois, c'est pas beaucoup. En fait, si, c'est déjà beaucoup, et notamment pas tant en termes de parts et d'argent à sortir chaque mois, mais en fait, c'est une addition. Quand on a déjà Spotify, quand on a déjà Netflix, quand on a déjà son abonnement Internet, tout d'un coup, devoir payer en plus 10 euros, 15 euros, 5 euros par mois pour de l'information, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, c'est finalement des chiffres qui sont pas forcément agréables ou parfois inquiétants à voir, mais là-dessus aussi, on va en parler un petit peu plus, mais d'autres sources de monétisation qui peuvent exister et qui aussi sont sources pas mal d'optimisme, moi, de mon côté. Bon, ça c'est bien, je reconnais bien là ton optimisme légendaire, c'est important, et il en faut, parce qu'effectivement, on dit comme ça peut être un petit peu déprimant. Si on entre un peu dans le détail, donc là on parlait d'une manière générale de payer pour l'information, mais on le sait aujourd'hui en termes de modèles économiques, ils sont variés, il y en a plein. Et donc là, l'étude de Nimalab s'est vraiment intéressée sur les résultats de ce sondage sur les différents types de modèles économiques. Donc on garde en tête la moyenne des Américains, donc 72% n'ont jamais payé et 26% ont déjà payé au moins une fois, et on leur a demandé en fait sur quel type, c'est à ces 26%, sur quel type de monétisation ils étaient allés. Et là, je trouvais ça assez intéressant. Le modèle d'abonnement, 86% ont déjà utilisé, se sont déjà abonnés, donc versus 13 qui ne s'y seraient jamais abonnés. Donc c'est vraiment le modèle dominant, c'est la méthode dominante aujourd'hui d'accès payant à la news. Le don, là c'est 39% qui ont déjà fait du don. La notion de membre, 36%. Donc là on descend, en fait, quand on devient un peu membre d'une communauté, ça c'est quelque chose dont tu pourras parler. Et ce que je trouvais aussi assez intéressant, parce que c'est des choses qu'on voit encore, c'est par exemple l'accès à l'article, à l'unité, ce qu'on appelle les micro-paiements. Il n'y a que 10% des gens donc, qui ont déjà payé, qui ont déjà procédé à un micro-paiement. Et en tout dernier, c'est le pass quotidien. On voit ça encore dans des médias, pouvoir avoir accès à un site complet pour une journée, pour 2 jours, pour un week-end. Il n'y a que 5% donc de ceux qui ont déjà payé pour avoir de l'information, qui sont passés par ce type de méthode de paiement du quotidien. Donc clairement, on voit que le modèle de l'abonnement, c'est le modèle dominant, et les autres sont minoritaires, voire disparaissent complètement du paysage. Est-ce que ça te paraît logique? Est-ce que tu as des surprises un peu dans ce sondage? Je suis malgré tout surprise, c'est quand même 10% de micro-paiement. Parce que c'est vrai que ça, c'est toujours ma grande interrogation, et nous-mêmes, on est souvent challengés par les médias qu'on accompagne sur ces questions-là, de dire, en fait, si on permet... Parce qu'ils disent toujours que c'est une espèce de première marche, c'est un peu simple, tu vois. C'est ça, une marche facile d'accès, et de se dire, en fait, si il y a juste un article qui m'intéresse, je vais vouloir payer pour ça. Sauf que si on pouvait payer très facilement en ligne, oui, là-dessus, Google imagine de plus en plus aussi d'outils pour le faire, mais quand c'est chez les éditeurs directement, la capacité à sortir sa carte bleue, à rentrer les codes, à valider potentiellement sur son téléphone via son application de banque,
il se passe beaucoup de temps. Ouais. Donc là-dessus, dans le micro-paiement, finalement, je trouve que c'est finalement pas mal, 10% dans les chiffres. Ce que je trouve intéressant, hein, chez la part justement de dons et de membership, donc l'adhésion, là-dessus aussi, c'est que finalement, moi je vois notamment en France dans les médias avec lesquels on peut travailler, à quel point aussi, sans forcément passer ou switcher à un modèle pur de don ou d'adhésion, à quel point on peut petit à petit amener ça dans le mix en fait des ressources de financement. Je pense notamment à un média qui s'appelle La Déferlante, qui est une revue sur les révolutions féministes, qui existe à la fois en papier et en ligne. On peut s'abonner donc tous les 3 mois pour finalement moins cher que le prix de la revue en librairie, donc pour 15 euros. En revanche, les ressorts de l'abonnement vont pas juste se dire qu'on rend un service aux lectrices et aux lecteurs, par exemple donc informer sur les questions de genre et à travers un prisme féministe, mais finalement quand on s'abonne, on adhère à un système de valeurs et finalement en fait on va pas juste s'abonner parce que le média rend un service, comme un média pro pourrait le faire, par exemple quand je m'abonne à Contexte, quand je m'abonne à Politico, quand je m'abonne à Les Échos pour avoir un service concret qui va me servir dans mon quotidien. Là, finalement, on fait aussi appel à un système de valeurs, au fait qu'on finance une information qui est indépendante, qui est aussi différente de ce qu'on peut voir, mais également des types de médias, et je pense à nouveau à La Déferlante, qui a introduit aussi, par exemple, de nouvelles sources de revenus, comme le don. De se dire, notamment, on le voit dans l'étude, que les personnes forcément plus jeunes, moins aisées, comme par hasard, c'est pas forcément ces personnes-là qui vont prendre un abonnement et un abonnement très cher. En revanche, comment on fait pour permettre à ces personnes aussi d'accéder à de l'information et donc d'imaginer aussi d'autres sources de monétisation. Et c'est le cas du don qui permet un accès libre de l'information, mais derrière aussi de structurer ce modèle économique. C'est pas parce que l'information est gratuite, qu'elle est en accès libre, que tout d'un coup le don va miraculeusement arriver sur votre page et sur votre compte en banque surtout. Ouais, il faut le travailler. Mais ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de nouveau qui sort bien, le don. On sent quand même qu'il y a non pas un switch, mais quelque part, ce côté un peu militant où on aide et comme tu le dis, c'est pas juste, on paye pas juste pour un service. C'est pas un abonnement à ta box à Internet, quoi. C'est quand même, t'adhères, t'as les valeurs, c'est presque du militantisme pour certains et que tu le lises ou pas, presque. J'extrapole, mais il y a des gens, je sais pour Mediapart, qui payent leur abonnement juste parce qu'ils sont contents qu'il y ait un média d'investigation libre, indépendant, un peu poil à gratter quelque part. Exactement, et c'est une façon aussi de manifester un soutien. De plus en plus de médias installent aussi une sorte de module de don, hein, tout simplement pour dire, en fait, voilà, vous allez peut-être pas forcément nous lire tous les jours, mais vous considérez que notre travail est nécessaire, est essentiel, donc vous avez la possibilité de donner. Et là-dessus, le don peut être un don récurrent, donc chaque mois, je peux donner 2 euros, 5 euros, 10 euros, 30 euros, mais je peux également donner de façon événementielle. Et notamment en France, il y a de plus en plus de modèles et de médias qui se développent là-dessus. Nous, on a pas mal travaillé cette année avec un média qui s'appelle Vert, que tu connais également bien, François. C'est ta recommandation. Voilà, Vert, qui est un super média, qui en fait permet, qui est une newsletter qui s'intéresse notamment à l'écologie, qui décrypte, qui explique et qui est gratuite parce que justement l'information, c'est trop tard pour être pessimiste sur l'écologie. Donc la crise climatique, il faut pouvoir aussi avoir les armes éditoriales pour la résoudre. Et ce qui est intéressant, c'est que nous on a fait toute cette campagne donc de Vert qui est allé chercher à la base 20 000 euros et qui a atteint près de 40 000 euros sur une campagne. En fait, il y a des gens qui donnent là-dedans, qui ne vont pas forcément lire la newsletter tous les jours, mais qui considèrent que ce travail est nécessaire et que pour qu'il puisse exister, il faut aussi le financer. Et donc, c'est des gens qui pourraient demain donner à une association, pourraient demain s'abonner à un autre média, mais en fait vont tout d'un coup être sollicités sur un temps précis pour participer au travail journalistique. Très clair. On poursuit dans l'étude quelque chose qui était un autre tableau, un autre sondage, une autre question qui était assez intéressante, qui permettait de voir parmi les différentes générations de lecteurs à quel type de contenu ils étaient prêts à payer ou pas. Alors, la formulation n'est pas évidente. Alors, je vais le dire en anglais. Views on whether news organizations should be able to charge for certain content by age group. Donc, en fonction de l'âge, sur quel type de contenu on est prêt à payer. 5 générations, donc la génération Z, les millennials, la génération X, les baby boomers et la silent generation, donc les gens qui ont 77 ans et plus. Et là, ce qui est moi m'a vraiment surpris, c'est que, sans entrer, on va rentrer dans le détail, mais c'est que grosso modo, c'est la génération Z et les millennials, donc les plus jeunes, les entre 18 et 41 ans, c'est ceux qui sont le plus prêts, d'une manière générale, à payer pour la news. Alors que, paradoxalement, c'est ceux qui ont peut-être le moins de moyens et ne le font
pas aujourd'hui, mais par exemple, voilà, la génération Z, les 18-26 ans, ils sont, je vais dire sur les online events ou les newsletters, etc., ils sont entre 30 et 50%, pensent qu'il est raisonnable de payer pour avoir de la news, quand par exemple les baby boomers, donc les 58 ans à 76 ans, eux sont que respectivement 18 à 19% prêts à payer pour une newsletter ou pour des événements en ligne autour de la news. Donc avant d'entrer dans le détail, on sent quand même que ces générations, ils ont compris en fait eux que la news, bah, c'était un service de valeur. Ou est-ce que c'est plus parce qu'ils sont habitués à payer, parce qu'ils sont nés après cette espèce de gratuité je dis on parce que je suis malheureusement pas je suis à la limite là, de ces générations, mais où j'ai connu le tout gratuit. Eux, ils sont nés déjà dans un internet où il y avait des paiements tu payes dans un jeu vidéo pour des skins, tu payes sur Twitch, tu payes sur des Prime, sur OnlyFans, sur ce que tu veux. Est-ce que pour toi, c'est quoi? C'est vraiment ça, cette éducation, ou c'est par rapport à la news, ils sont sensibilisés au fait qu'il faut payer pour de la news? Alors j'aimerais te dire que c'est la deuxième réponse, Ouais. et que ils ont d'autant plus conscience que le journalisme a un prix, mais en réalité je pense que c'est vraiment la première option, c'est que c'est une génération, moi, je suis un peu entre les deux, j'ai 27 ans, mais où je me souviens d'avoir de dire bah oui, en fait on doit payer pour du en ligne si on veut avoir du contenu, ou alors ça va passer par du streaming complètement illégal, ou tiens je vais aller télécharger des films et pourrir à l'époque l'internet de mes parents. Je les salue. Mais en fait, il y a aussi une vraie conception de ce qui se passe en ligne. Nous, on fait pas mal de pédagogie à travers nos newsletters, mais également dans les médias qu'on accompagne, de dire bah voilà, en fait quand vous cherchez à toucher des 15-25 ans, des 25-35, la conception de ce qui se passe en ligne est radicalement différente des publics que vous pouvez avoir d'habitude sur vos newsletters, potentiellement vos articles en ligne ou vos événements, et donc l'attente va pas être la même. Et notamment là-dessus, je trouve ça au contraire très rassurant de la capacité finalement à payer pour du contenu en ligne ou pour des expériences, notamment à travers des événements qui soient en physique ou en ligne, parce que tout d'un coup on sait qu'il y a un contenu qui est de qualité. En revanche, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est pas forcément la primauté à l'information la plus rapide qui va être intéressante. On a accès grâce à Internet à milliards d'informations quand on veut, où on veut, dans la langue qu'on veut, sur le format qu'on veut. Donc il va aussi y avoir un besoin de transparence, d'explication, et de dire bah voilà, en fait, pourquoi tout d'un coup vous rendez un vrai service, et là-dessus pourquoi ça adhère à des valeurs, et notamment là-dessus ça a forcément des conséquences sur le système après économique, publicitaire ou non d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Et tu le disais, des événements, là, je voudrais juste qu'on plonge un peu dans la typologie, parce qu'ils ont donc classé en leur demandant en fonction des générations s'ils seraient prêts à payer pour ce type de contenu. Et donc, dans les choix, c'était donc les in-person or online events, donc des événements en ligne, des one-to-one, quelqu'un qui incarne, qui fait ça. La deuxième possibilité, c'était des newsletters ou donc du contenu directement envoyé par mail. Le troisième, c'était du contenu exclusif ou spécial. Après, c'était l'accès à des news updates, donc des breaking news. Et après, tout le contenu. Et grosso modo, alors bon, il y a cette disparité que j'expliquais entre les générations, mais globalement, enfin c'est dans l'ordre que je viens de le dire. Par exemple, chez les millennials, c'est de 52% à 9%. Alors je mettrai le tableau parce que c'est pas évident à raconter, mais ce qui ressort, c'est que les gens sont vraiment prêts à payer pour des contenus quand c'est de l'événement, etc. Par contre, pour le contenu news show, quelles que soient les générations, en fait, on sent que c'est une commodité. Les gens sont pas prêts à payer pour juste tout le contenu, texte, etc. Donc, il faut vraiment que ce soit, ça rejoint un peu ce que tu dis, plus incarné, plus mis en scène, plus, voilà, on a l'impression que bon, la hard news, d'une manière générale, les gens considèrent que c'est gratuit, qu'on la trouve partout, que c'est un site est peut-être remplaçable par un autre, et les gens en veulent plus. Ils sont prêts à payer pour de la news, mais sous différents formats. C'est exactement ça, mais aussi ça vient des usages. Quand on a entre 18 35 ans ou 40 ans, même un petit peu moins ou un petit peu plus, en fait, on est toute sa journée sur son téléphone, on passe d'un compte TikTok à un autre, d'un compte Instagram à un autre, les stories elles passent, l'information en fait elle va arriver naturellement. D'une manière ou d'une autre.
Exactement, quel et que donc soit que le ce réseau, en fait. soit finalement une amie, une personnalité politique, un média, une association, la personne va pas forcément chercher à dire ah non c'est bon, c'est une information vérifiée et je me suis abonnée d'ailleurs pour ça. Donc c'est pas du tout le même usage. En revanche, notamment, mais je pense que c'est lié au côté en ligne, parce qu'on est très souvent en ligne, on a d'autant plus envie après d'avoir accès à des expériences, à faire partie un peu parfois d'un club, un petit peu comme quand on avait le club de lecture, le club de sport, le club un peu politique, de pouvoir trouver des gens qui partagent aussi un corpus de valeurs, avec qui on va pouvoir échanger, discuter, et ça a été tout le drame du Covid sur comment on va faire pour continuer à faire société si on n'est pas en mesure de se parler, de se voir. Et c'est ce là que je trouve intéressant, c'est tout d'un coup, on va pas forcément faire payer pour de l'information, mais on va faire payer pour la communauté et pour l'accès finalement à cette communauté et la capacité à échanger avec ces personnes et à accéder à de l'information aussi différemment. C'est la communauté qui règne, quoi. C'est plus le contenu. C'est vraiment, Exactement. c'est la communauté. Mais sans contenu, compliqué Ouais, de faire communauté aussi. ouais, bien sûr. Mais en fait, ça ne suffit plus aujourd'hui, quoi. C'est C'est la ça. manière, voilà, c'est la manière de le raconter, c'est à qui on le raconte, très affinitaire. Voilà, donc étude hyper intéressante, Nieman Lab. Voilà, c'était quelques chiffres sélectionnés parmi tout ce qu'ils font. Je mettrai le lien, mais ça donne quand même, voilà, un instantané, un instant T. La réalité, tu vois, c'est quand même assez intéressant en fonction de qui on va viser, qui est prêt à payer pour quel type de contenu, en fonction de l'âge, etc. Bon, voilà, ça montre qu'il y a encore du chemin, mais que sur les nouvelles générations, même si elles le font pas, elles ont conscience qu'il faut payer, elles sont prêtes, c'est un peu plus dans les usages. Maintenant, il faut se mettre au travail et quand même sur l'abonnement, on en parle quand même à ce micro souvent. Est-ce que l'âge d'or de l'abonnement, il est passé? Alors, c'est volontairement provoque parce qu'il y a encore beaucoup de médias qui ont encore beaucoup de boulot là-dessus. Mais on voyait quand même chez certains un tassement, que c'est de plus en plus dur. Est-ce ça y est, on a cueilli le fruit le plus proche, etc. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce que tu sens, même chez des jeunes médias, que c'est plus compliqué? Je dis des jeunes C'est médias, plus mais pas compliqué, que, hein. ouais. C'est plus compliqué, et j'allais dire, pas seulement chez des médias qui se lancent, mais des médias qui existent depuis 10, 15, 20, 30 ans, et qui sont aujourd'hui en fait qui font face aussi à une situation où jusqu'ici pas mal de choses fonctionnaient, des mauvaises pratiques aussi passaient. Aujourd'hui, il y a notamment une plus grande exigence. Nous, on accompagne pas mal de médias à émerger, mais on accompagne aussi pas mal de médias à se réimaginer quand ça fait 10 ans, 15 ans que ça fonctionnait, et là on commence à voir que ça s'érode un petit peu. Et comment en fait tout d'un coup on passe une étape. Et pour moi là-dessus l'abonnement continue d'être tout aussi important et une source de revenus assez exceptionnelle. En revanche, il faut qu'elle soit optimisée. Il faut avoir à la fois des choses qui sont posées tout au long de l'année, des campagnes à la fois en organique, en sponsorisé, mais également de se dire tiens, comment on va pouvoir muscler un argumentaire à la fois sur des thématiques, on va dire des enjeux éditoriaux. Donc par exemple, on sort telle ou telle enquête, on va faire telle ou telle couverture éditoriale. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher en termes d'argumentaire là-dessus pour aller chercher de nouveaux abonnés ou en fidéliser des actuels, mais également de se dire d'un point de vue, on parlait des modèles de l'adhésion et du don. Comment on va chercher aussi de nouveaux publics, comment on va chercher de l'abonnement sur un argumentaire lié aussi à l'économie, au fonctionnement d'un média. Nous, très souvent, on embête les médias qu'on accompagne, leur dire mais travaillez vos pages à propos, travaillez votre pas forcément votre raison d'être comme on entend souvent, mais vraiment c'est quoi votre proposition de valeur? La Qu'est-ce qui fait proposition que de valeur, vous êtes c'est la différent? clé, bien sûr. Et là-dessus, c'est souvent une des pages les plus, nous on le voit dans les médias qu'on accompagne, dans la page à propos est une des pages les plus visitées, parce que les gens veulent savoir pourquoi ils vont payer pour de l'information, qui y a derrière, comment c'est fait, est-ce que la forme est aussi cohérente que le fond. Si je donne, par exemple, si je m'abonne à un média féministe, est-ce que en interne les pratiques sont tout aussi respectées? Si je donne pour un média qui promet, on va dire, des valeurs progressistes, est-ce qu'il y a une réelle transparence, horizontalité de la hiérarchie? Est-ce qu'il y a un vrai respect de l'information tout du long de la chaîne de production et diffusion? Et donc, c'est une question de cohérence aussi. Donc, je pense que là-dessus, oui, c'est peut-être moins évident qu'avant, mais ça pousse à l'exigence à la fois dans les pratiques et dans le travail éditorial qui va être produit. Top, très clair. Même combat. Sans transition aucune, tu vois, on va passer de jeunes médias féministes à une grosse fusion aux États-Unis. Alors, ça vient de tomber. Ça me paraissait assez intéressant, surtout à la lumière de la fusion avortée TF1 M6. Mais donc aux États-Unis, News Corp et Fox Corp
Alors, ils vont sans doute fusionner. C'est pas encore totalement confirmé puisque voilà, il y a toujours un peu des sujets. Mais pour rappel, voilà, Fox Corp, c'est la maison mère de Fox News Media, Fox Sports, Fox Entertainment et Fox Television Station. Ils ont entre autres, chez News Corp, pardon, il y a entre autres les médias comme le Wall Street Journal, le New York Post, le Sun, le Times. Et donc, évidemment, je disais que ça me faisait penser à TF1 M6. La raison d'être, c'est rationaliser 2 portefeuilles de contenu. Et surtout, ce que je trouvais intéressant, c'est de se dire, voilà, ils vont notamment mettre de l'accent et investir dans les paris sportifs, l'édition de livres, les abonnements numériques. Voilà, essayer de diversifier un petit peu tout ça. Mais grosso modo, ce que tout le monde dit, et c'était un petit peu un des arguments de TF1 et M6, c'est que malgré ce mastodonte à venir, ça restera un peu un nain en valorisation face à des géants comme Amazon ou Apple. Toi qui, alors là, à New York, je sais pas comme si tu y étais depuis des semaines, mais est-ce que ce deal t'inspire quelque chose? Assez fou. Enfin, si ça se fait, ce serait quand même assez dingue. Moi, ça me fait penser, mais je pense à beaucoup de personnes à la série Succession, Ouais. qui justement s'interroge sur ces magnats des médias qui sont capables d'un coup de pouvoir racheter ou fusionner avec l'autre géant, même si parfois, d'un point de vue éditorial, ça n'a strictement rien à voir. D'un point de vue culture entreprise, ça n'a rien à voir. Je trouve ça passionnant, mais plus voilà, d'un point de vue d'observatrice de ces médias-là. Ça a posé des vraies questions en interne aux États-Unis, ce qui est intéressant en ce moment, mais depuis plusieurs mois et même quelques années maintenant, il y a il y a une vraie évolution dans les structures d'entreprise, à quel point il y a tout le mouvement des syndications, à quel point finalement aussi les salariés se mettent à s'unir et à vouloir aussi interférer, influer sur les stratégies d'entreprise. Donc à voir si justement ça bouge de ce côté-là aussi, est-ce que c'est souhaitable, est-ce que c'est une fusion qui est souhaitable d'un point de vue des lecteurs, des lectrices, des spectateurs, est-ce que c'est souhaitable d'un point de vue en interne des équipes, parce que voilà, quand vous travaillez au New York Times, demain on vous dit bon, bah, finalement tu seras aussi capable de produire des contenus pour Fox, si je caricature bien sûr. Ouais. Ça pose des vraies questions. Donc là-dessus, on a eu un exemple assez intéressant, tout à fait comparable, mais quand même entre M6 et TF1. Là-dessus, je pense qu'on va tous suivre avec attention les conséquences que ça va avoir côté marché, quoi. Exactement. Bon, sachant qu'en plus, bon, ils avaient dit il y a 2 ans qu'ils le feraient pas. Il y a 10 ans, ils s'étaient déjà ensemble et ils les avaient séparés en disant que ce serait mieux et les entreprises vivraient mieux. On sent quand même cette logique un petit peu de grossir pour faire face. Voilà. Et pour la petite info, tu parlais de Mania. Effectivement, ça reste dans la famille Murdoch. Ce serait Lachlan, un des fils, le fils aîné de Rupert Murdoch, qui serait sur le point un peu de superviser tout ça. En tout cas, voilà, j'ai méga fusion à venir. On suivra ça. Dernière news que j'ai vu passer, qui était importante à mentionner, même si pas encore énormément de détails, c'est l'arrivée enfin de Google Showcase pour mettre en avant l'information de référence. Voilà, donc on peut dire c'est que 120 médias français y seront. Ce sera accessible via Google Actualité. C'est important parce que bon, c'est un sujet qu'on a beaucoup traité sur Mediarama. Ça vient un petit peu solder la fin d'un bras de fer entre les éditeurs de presse et Google sur les droits voisins. Et c'est important parce que ça, c'est quelque chose aussi que toi, tu dois te dire, c'est l'importance de ça pour les médias, pour exister, émerger, être sur Google Showcase. Ça te donne quand même une visibilité assez fantastique, même si c'est des petites concessions à faire pour y être, parce que il faut avoir un certain nombre d'articles faits par jour, etc. Être sur Showcase ou ne pas être sur Showcase, être sur Google Actu ou ne pas être sur Google Actu, ça fait quand même une vraie différence. Et c'est assez intéressant aussi de se dire où sont vos lecteurs, quels sont les parcours, et notamment si vous identifiez que dans les personnes que vous visez, des étapes clés de leur accès à l'information et Google Actualité ou de leur page d'actualité, c'est important de l'avoir en tête. Pour moi, c'est justement important d'avoir en tête ce trafic qui est aussi lié à la recherche en ligne. Là, on a une chronique qu'on va publier là dans les jours qui viennent de Maxime Leroy, qui est un ancien justement du New York Times et qui travaille aujourd'hui un petit peu avec Le Monde sur ces questions aussi de liens d'audience et de comment en fait on doit générer aussi du trafic direct. Et donc je mettrai ça en résonance sur l'importance de dire que on est de plus en plus dépendant quand on est un éditeur de presse en ligne d'autres acteurs. Et ça fait plusieurs années maintenant qu'on a cette question-là, les réseaux sociaux, la recherche. Comment on fait pour continuer à avoir un lien direct avec son lectorat, parce que sinon en fait ça impacte l'ensemble de la chaîne de valeur.
éditeurs. Donc, c'est bien parfois de faire des concessions et d'être présent sur différents types d'environnements, réseaux sociaux ou acteurs de moteurs de recherche. En revanche, c'est toujours important d'avoir en tête de dire que comment on va fidéliser aussi ces lecteurs sur du trafic qui est direct et qui ne dépend pas d'intermédiaires. C'est ça, il faut avoir les deux stratégies, faut absolument avoir les deux stratégies en tête. Enfin, pour ceux qui le peuvent, parce que c'est pas non plus donné à tout le monde d'être sur Showcase, hein, c'est des deals, on parle de 120 éditeurs, donc c'est pas non plus l'ensemble du marché. Mais voilà, c'est important, mais c'est important surtout de travailler son trafic direct, d'avoir peut-être son wall garden comme on dit. Voilà Marine, on a fait le tour un peu de la planète média pour les quelques news que j'avais sélectionnées. Donc, je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un truc cool que tu as vu à New York là? Peut-être tu as vu des affiches, des trucs. Alors, à New York, pas mal de personnes parlent du lancement de Sémaphore, Ouais, donc le nouveau on l'a traité média aussi sur la newsletter Mediarama. Très bien traité dans la newsletter de Mediarama sur justement les questions de ce nouveau média, nouveau mastodonte qui veut faire concurrence à pas mal de gros médias US, qui est notamment lancé par Ben Smith, ex BuzzFeed, ex Politico. Je trouve ça assez intéressant parce que ça parle beaucoup, notamment chez les journalistes. En revanche, tout le monde se demande, notamment par rapport à l'étude dont tu parlais, qui a été reprise sur le Nieman Lab. C'est bien, c'est encore un nouveau média, mais c'est encore un nouveau média qui vise un public finalement assez restreint de personnes déjà très informées, de personnes assez riches. Et donc, en fait, c'est une vraie question d'accès à l'information. On va continuer à consulter, à aller regarder ce type de médias, mais comment on fait pour continuer de bien informer des publics qui sont plus éloignés du monde de l'information, qui n'ont pas forcément les mêmes moyens et donc qui n'ont pas du tout les mêmes attentes d'un point de vue du design, d'un point de vue éditorial, d'un point de vue de la façon même dont on fait l'information. Donc, je regarde évidemment avec attention ce type de lancement. On avait interviewé Ben Smith il y a quelques mois pour Mediane justement sur les questions de même comment on sépare l'opinion des faits. Enfin, toutes ces questions qui sont pas mal travaillées dans Sémaphore. En revanche, de dire quel va être l'impact aussi dans les nouveaux médias qui vont se lancer. Est-ce que Sémaphore va avoir un retentissement aussi fort, on va dire, que par exemple Axios a pu avoir il y a quelques temps sur les médias. C'est clair. Écoute, on suivra ça, on continuera aussi de le traiter. Marine, merci pour ton temps. Merci François pour ton invitation. Eh ben écoute, je t'en prie, à refaire. Bon séjour à New York, et puis on mettra les liens de tout ce dont on a discuté dans les notes de l'épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette pastille actu jusqu'au bout. Salut! Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.